Donc, on va pouvoir passer à notre deuxième conférence. Notre prochaine invitée est Madame Maude Bernier, directrice générale de la Société des transports de Rimouski. Originaire de Montjoly, Madame Bernier baigne dans le monde des transports depuis son plus jeune âge. Née d'une famille œuvrant en transport ambulancier depuis 2 générations, elle fait ses débuts à titre de directrice des ressources humaines chez Autobus Dionne, une entreprise de transport scolaire adapté et collectif opérant une flotte de plus de 40 véhicules. Après un passage à titre de directrice générale par intérim chez Autobus Dionne, c'est en décembre 2021 qu'elle prend les rênes de la Société des transports de Rimouski, où elle a notamment mené la refonte du réseau Citébus. Bonjour à tous, merci. Soyez indulgents, c'est la première fois que je présente devant des gens, donc je vais faire mon possible. Je vais juste m'assurer, vu que c'est un PDF. Ouais, okay. Je vais juste vous faire un petit historique, en fait, de la Société de transport de Rimouski, avant de débuter là, sur le réseau de la refonte. Donc, le transport en commun existe à Rimouski depuis belle lurette, les années 80, là, je n'étais pas née encore. On avait un transport par autobus initialement là, qui existait, qui a été dissous là, pour devenir un service de taxibus qu'on appelait à la grandeur du territoire. Donc, c'était des véhicules taxis qui se déplaçaient là, partout sur le territoire. Il y avait une centaine de points là, disponibles au centre-ville et en périphérie, au BIC, Rimouski-Est, Pointe-au-Vert et Sainte-Blandine. En 2005 environ, là, il y a eu la création de la Société de transport en bonne et due forme, qui est en fait l'organisme mandaté par la ville de Rimouski pour faire l'exploitation du service de transport en commun sur son territoire. Après ça, en 2011, c'est là où est arrivé le Citébus, donc le réseau de lignes fixes à horaire fixe par autobus. Cette création-là vient surtout du fait que le taxibus là, était en demande vraiment croissante et on n'arrivait plus à couvrir le territoire convenablement avec seulement des véhicules taxis. C'est pour ça, en fait, qu'il y a eu la création du réseau d'autobus, qui a été créé en 2011 et qui n'a pas bougé du tout jusqu'en 2017-2018 environ, où on s'est mis à réfléchir sur la possibilité d'améliorer notre système. Donc, depuis 2011 à 2017, on parle d'environ 6 ans, là, où il ne s'est absolument rien passé. Les panneaux sont restés exactement les mêmes jusqu'à notre changement en 2021. C'est sûr qu'on a réalisé, surtout aux alentours de 2017-2018, la population là, se manifestait un petit peu plus sur son désir d'avoir du transport collectif plus adapté à son territoire. Le conseil municipal aussi là, avait envie d'investir davantage dans le réseau de transport en commun. C'est un petit peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui, la démarche qui est partie en 2017 pour mener à la refonte des services qu'on a aujourd'hui au niveau du territoire de Rimouski, en fait. Donc, la première étape, ça a été vraiment de faire une étude de marché des consultations publiques pour voir les besoins, c'est quoi en réalité sur notre territoire. On avait déjà quelques idées en 2011 quand on a lancé le circuit Citébus, mais la réalité a vraiment évolué, les besoins ont évolué aussi de la communauté. Donc, les démarches qui ont été réalisées, on a fait une opération de comptage à bord des véhicules en 2019. Il faut savoir que la Société de transport, même encore aujourd'hui, est un petit peu arriérée sur ce qui se fait au niveau technologique. On n'a pas d'outils de comptage. Il faut savoir qu'on fonctionne encore aujourd'hui, malheureusement, avec des fax. Donc, on envoie encore nos taxibus à toutes les heures par fax à nos fournisseurs. On a une grande démarche de technologique à faire. Donc, on partait de loin. L'opération de comptage à bord des véhicules, donc c'est vraiment, on a mis des gens, on a mandaté une firme et des bénévoles pour être dans l'autobus pendant une semaine et compter les gens qui embarquaient. On avait 3 lignes là, initialement qui faisaient un système de boucle que je vous présenterai là, un petit peu plus tard. Donc les gens, c'est vraiment pour savoir l'achalandage et quand on ne savait pas du tout en fait l'utilisation que les gens en faisaient. Est-ce qu'ils fréquentent le matin, est-ce qu'ils fréquentent l'après-midi, est-ce que c'est plus la semaine, la fin de semaine, c'est des données qu'on n'avait pas du tout. Après ça, il y a eu un appel de mémoire qui a été fait pour avoir des recommandations pour que les gens puissent soumettre leurs idées au niveau de ce qu'ils voulaient en transport en commun. Il y a eu des consultations publiques qui ont été faites en janvier 2020, juste avant la pandémie, et un sondage téléphonique. Donc, toutes les démarches se sont passées pré-pandémie. C'est sûr qu'avec l'arrivée de la pandémie, mais nous, notre désir, c'était de déployer ça en 2020. Malheureusement, ça a un petit peu freiné notre déploiement, qui est arrivé finalement en décembre 2022.
Ici, on a l'utilisation des arrêts de Citébus. Donc, le réseau Citébus là, était vraiment sous forme de boucle. Ce que l'atelier, le comptage nous a permis de savoir, en fait, c'est quoi les arrêts qui sont les plus achalandés, les points d'importance au niveau de la ville. Fait qu'on a vraiment identifié 10 secteurs ou 10 lieux qui étaient vraiment plus fréquentés par la population. Donc, on devait de garantir une desserte dans ces secteurs-là. Puis mieux comprendre l'utilisation que les gens aussi en faisaient de notre service de transport. Oui? Je pose une question. Les points les plus importants sont les points bleus, verts? En fait, c'est tout ce qui est plus vert foncé. Là. Donc, on est ici au centre-ville. Ici, c'est plus dans le secteur de Cournot, près de la Cité des Achats. Donc, c'était vraiment Carrefour, Rimouski, Cité des Achats. On avait le centre-ville avec le cégep, l'UQAR, le CFRN qui était un point d'intérêt. C'était vraiment là, tout ce qui est en point vert, ce qui était le plus utilisé, en point rouge un petit peu moins. On a ici le secteur de Nazareth, Sacré-Cœur, avec le CHSLD qui est dans le secteur ici. Le volet de comptage puis les circuits étaient aussi, ont été conçus en 2011, mais il y a eu une évolution au niveau de la ville du développement immobilier, par exemple. Donc, il y a des nouveaux secteurs qui se sont créés, principalement ici et en bas, plus loin ici, où on ne desservait pas, puis on n'a pas modifié notre offre de service pour aller chercher cette clientèle-là. Donc, c'est tous des gens où on ne desservait pas initialement. La moyenne journalière des déplacements, ça nous a permis de voir, c'est que bon, les gens se déplaçaient beaucoup plus en semaine qu'en fin de semaine. C'était vraiment notre achalandage qu'on avait aussi. Ça nous a permis aussi de voir là, des données un petit peu plus poussées. Mais quelle ligne était la plus utilisée? Nos lignes tournaient, là, il y avait sens horaire, sens anti-horaire. Donc, c'était vraiment un système de boucles là, qui se croisaient. Ça prenait environ, là, pour faire le tour complet, ça prenait 1 heure. Mais on dit que les gens qui étaient à bord du véhicule, eux autres passaient une moyenne de 30 à 45 minutes à bord du véhicule là, pour se rendre à leur point de destination. Ce que ça nous a ressorti comme statistique, c'est était utilisé beaucoup plus en semaine, principalement le matin et en fin de journée. Donc, ce que ça nous donnait comme information avec la collecte de l'atelier de comptage, en fait, c'est que c'est beaucoup des travailleurs ou des étudiants qui utilisent notre système de transport en commun. L'appel de mémoire, on a reçu 16 mémoires, dont 12 là, qui provenaient des citoyens et 4 mémoires des groupes d'intérêt. Ces mémoires-là ont été bien sûr utilisées pour la refonte du service de transport en commun. Il y a eu différents thèmes qui étaient abordés là, dans ces mémoires-là, que ce soit par la tarification, le type de véhicule que les gens aimeraient avoir, les infrastructures aussi. Il faut savoir que notre réseau, avant, on avait 2 points de correspondance. Donc, on avait le musée et la gare 1 fois sur 2. Ce qui veut dire que les gens arrivaient, par exemple, à 8 heures, ils devaient prendre l'autobus à la gare et à 8h30 au musée. Ça amenait une certaine complexité parce que des fois, les gens se rendaient au musée en pensant que c'était là, mais finalement, c'était à la gare. Donc, ils doivent attendre 30 minutes pour que le véhicule revienne. Ça amenait une certaine difficulté au niveau de l'utilisation du transport en commun. Il y avait aussi les horaires, les circuits offerts et il y avait plein d'autres commentaires là, qui provenaient de ça. Grosso modo, les consultations publiques là, ont été faites par, on va dire, en zone périurbaine, donc plus Rimouski-Est, Pointe-au-Père. Après ça, on est allé au Bic, on est allé à Sainte-Blandine, qui sont 3 territoires desservis par le taxibus. Qui ne touchent pas nécessairement au citébus, mais qui est quand même important de prendre en considération, en fait, dans notre refonte de services, par leurs besoins à eux, éventuels aussi. Donc, nous, nos moyens financiers qu'on avait à ce moment-là, c'était vraiment ciblé sur le citébus qui est au centre-ville, mais éventuellement, il y a beaucoup de demandes citoyennes ou de demandes au niveau du conseil municipal de pouvoir desservir le secteur plus à l'est, donc Rimouski-Est, Pointe-au-Père. Il a dû faire partie de notre réflexion à ce moment-là aussi, de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Par la suite, il y a eu une dernière consultation qui s'est faite au Colisée de Rimouski qui regroupait là, principalement le centre-ville de Rimouski. Il y a eu un sondage téléphonique qui a été effectué, donc environ là, 161 répondants là, pour le citébus. Ça doit être le taxibus à 148, là, une petite coquille, et les citoyens global là, à 1000 répondants. Donc, on a quand même là, un bon échantillonnage versus l'utilisation qu'on avait de nos services. À ce moment-là, en 2019, on avait environ 120 000 déplacements annuels qu'on a eu cette année-là. Donc, on a pris quand même, avec tout ce qu'il y avait consultation publique, plus mémoire, plus sondage téléphonique, on considérait qu'on avait un bon portrait, un bon échantillonnage de ce qui était la population qui utilisait nos services ou qui comptait l'utiliser et qui n'était pas utilisateur initialement.
Il y a plusieurs facteurs qui sont ressortis de tout ça, des analyses. Je vous dirais que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment une durée plus courte de trajet. Comme je vous disais tantôt, c'était 1 heure pour faire le tour. Les gens trouvaient que c'était beaucoup trop long. Comme on a vu dans la présentation de Raphaël, les gens se déplacent en moyenne en moins de 30 minutes là, pour l'utilisation de leur véhicule. Fait que c'est un petit peu sur cette donnée-là que nous aussi, on s'est basé pour le déploiement de notre réseau. Ils voulaient avoir une plus grande plage horaire, une plus grande disponibilité de l'offre de service. Moins de correspondances possible. On en avait initialement 2, comme je vous ai dit tantôt. On est rendu avec seulement 1 maintenant. Et une distance de marche jusqu'à l'arrêt qui est dite raisonnable. Nous, quand on a fait là, les études et quand on a travaillé aussi avec les firmes que je vous présenterai, le constat qu'on a fait, c'est que les gens étaient prêts à marcher jusqu'à 400 mètres de marche d'un arrêt. Ça, c'était comme la limite des gens. Ça équivaut à environ 10 minutes de marche maximum. La couverture du territoire qu'on a présentement, là, elle couvre amplement le 400 mètres de marche. Là. Donc, on a rempli, en fait, un des besoins que la population avait. Les attentes étaient très élevées, en fait. Là, ce qui est ressorti le plus, c'est des trajets plus rapides, des véhicules plus confortables, une tarification plus abordable, plus de plages horaires taxibus, une plus grande fréquence de citébus. Fait que plein de monde a plein d'attentes. Après ça, nous, on prend tout ça puis on essaie de faire quelque chose qui répond le mieux possible aux besoins de la population. C'est pas parfait. L'objectif qu'on s'est donné aussi, c'est d'être en constante évolution comparativement à ce qu'on a fait initialement en 2011, de déployer puis de s'asseoir là-dessus pendant 10 ans puis d'attendre de voir ce qu'on fait. Donc, on prend tout ce volet-là, là, ces commentaires-là pour essayer de déployer quelque chose qui répond aux attentes de la population, en fait. On a eu en deuxième phase là, de déterminer les déterminants de l'efficacité du service, en fait. Donc, de nous définir comme société de transport, c'était quoi pour nous les indicatifs ou les choses à prendre en considération pour offrir une couverture là, optimale de notre territoire. Il y a 4 principaux déterminants. Donc, le parcours, la fréquence, la desserte et la correspondance, en fait. Donc, c'était comme les 4 éléments avec lesquels on est parti pour dire, bon, on va construire notre réseau de transport en commun autour de ces 4 éléments-là. Il faut savoir que ces 4 éléments-là sont tous interreliés. Donc, plus je vais avoir de correspondance, bien, moins les parcours vont être longs, plus la fréquence va être grande. Mais là, les gens veulent moins de correspondance. Donc, on réduit les correspondances, ça va peut-être être un petit peu plus long. Pour vous schématiser ça un petit peu mieux, j'ai un exemple ici. Donc, exemple qu'on a un parcours qui est beaucoup plus long, une fréquence plus longue, mais la couverture est beaucoup plus grande et il n'y a pas de correspondance requise, comme ce qu'on voit en fait dans l'image. Fait qu'il y avait cette possibilité-là. Il y avait aussi la possibilité d'avoir des trajets beaucoup plus courts, avec une plus grande fréquence de passage aux 15 minutes, mais une couverture de territoire qui était limitée et bien, plusieurs points de correspondance, comme vous voyez, les lignes, là, ils chevauchent à plusieurs endroits, les gens doivent débarquer 2, 3, 4 fois. Nous, notre travail, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les besoins, entre ce qu'on veut faire, puis de quelle façon on peut le mettre en place. On a octroyé là, en avril un mandat à la firme WSP qui a été mandaté en fait pour étudier notre réseau, étudier notre territoire et mettre des recommandations sur ce qu'ils proposaient, eux, comme réseau de transport en commun efficace sur notre territoire. Les attentes là, qui étaient divulguées, comme je vous ai dit, là, les trajets les plus rapides, une plus grande fréquence, une meilleure couverture du territoire, etc. Il y avait aussi le respect des paramètres financiers qu'on oublie parfois ou que la population oublie, mais qui est très importante. C'est la capacité financière de le payer, ce système-là. C'est beau d'avoir des belles grandes idées puis de croire à nos projets, mais il faut être soutenu aussi là, à travers tout ça. Et il y avait une volonté du conseil municipal d'accroître le budget qu'ils donnaient à la STR pour l'exploitation de leurs services. Ils ont initialement là, prévu au-delà de 125 000 $ pour cette refonte-là, qui a été beaucoup plus ultimement là, avec la présentation de la décision qu'on a prise finalement là, de l'offre de service. Mais il y a quand même eu cette volonté-là du conseil, l'implication de dire, bon, on fait le premier pas, on va investir de l'argent pour assurer un meilleur réseau, puis par la suite espérer que les gens utilisent notre réseau de transport. Voici un premier scénario que WSP nous a présenté. Donc, vous avez ici, en fait, là, la carte initiale qu'on avait du réseau. Donc, il y a la carte, là, il y a 3 lignes, une qui dessert là, vraiment Sacré-Cœur-Nazareth.
et 2 autres qui tournent en sens horaire et en sens anti-horaire. La seule modification qu'il apportait, c'était au centre-ville, de rajouter des points de correspondance et des croisements, mais ça amenait vraiment une complexité au niveau de l'utilisation. On gardait quand même là, 3 véhicules comme on avait au contrat qui était prévu. On a 5 véhicules en heure de pointe qu'il fallait ajouter 2 véhicules supplémentaires. Ultimement, ça respectait aussi les heures de service qu'on avait, là, que je vous présenterai, mais on était environ, là, au niveau du contrat, on avait une garantie d'heures de 13 500. On pouvait aller jusqu'à, de mémoire, 17 200 là, heures offertes aux fournisseurs pour bonifier notre offre de service. Après ça, il y a eu une proposition de réseau axial qu'on appelle, qui est en fait d'avoir 4 lignes qui se croisent à des fréquences d'environ 1 heure. C'est un peu complexe. Là, moi, en tout cas, quand je la regardais comme ça, je trouvais ça complexe. Surtout pour les usagers. Il faut toujours garder ça en tête. Hein. Nous, on fait le réseau de transport pour les usagers, puis il faut qu'ils comprennent. Fait que si même nous, on le regarde, on n'est pas sûr de comprendre, puis nous, on baigne là-dedans, ben, tu sais, c'est de dire, c'est sûr que les gens qui l'utilisent pas ou l'utilisent un petit peu, ils comprendront rien. Nous, c'est un petit peu l'observation qu'on avait faite ici, où il y avait des points de transition entre différentes lignes. On conservait le terminus de la gare et on conservait le terminus du musée, avec des lignes qui étaient visuellement plus difficiles à suivre. Donc, une ligne rouge qui arrête ici, qui part d'ici, par exemple, et qui fait complètement le tour, mais elle ne se connecte pas, elle arrête là. Quelqu'un qui s'est trompé, doit repartir de l'autre bord. Là. Fait que, c'était vraiment plus... c'était peut-être pas ce qui était le plus optimal, mettons, pour notre territoire. Et le troisième scénario, qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a aujourd'hui, qui est le réseau radial, en fait, donc vraiment plus linéaire comme réseau. On part là, des extrémités pour se rendre vers le centre-ville, avec une alternance de service de 60 minutes. Donc, on est encore là, dans des temps qui sont trop longs pour la population de ce qui énonçait comme besoin, en fait, d'être vraiment plus rapide. À la lumière de tout ça, en fait, il y avait le tronçon commun aussi, là, où toutes les lignes se croisaient et les gens pouvaient communiquer entre eux. On a fait un appel d'offres après là, que le WSP a émis son rapport. Ça nous a donné des lignes directrices sur ce qu'on voulait en fait comme service, puis ce qu'on ne voulait pas aussi. Ça nous a permis de voir ça. On a fait un appel d'offres en fonction de ce que nous, on souhaitait avoir. Donc, on parle là de 5 véhicules avec un minimum de 13 500 heures, comme je disais, jusqu'à un maximum de 17 900. Nous, c'était comme le barème qu'on avait par véhicule, puis notre capacité de payer aussi. Après ça, on a mandaté la firme Civilia, qui est partie en fait de ce qu'on avait initialement, ce qu'on avait eu avec WSP en disant ça répond en partie à notre besoin, mais pas totalement. Fait est-ce qu'on peut le moduler pour le rendre encore plus proche de la réalité de nous, ce qu'on veut faire? On est arrivé finalement avec ça, qui est aujourd'hui pratiquement notre réseau. Donc, un réseau qui est radial avec 6 lignes qui convergent vers un point de correspondance unique. Là, vous allez dire, vous avez fait un appel d'offres avec 5 véhicules et vous avez 6 lignes. Oui, mais dans la proposition, c'est au niveau de la desserte de Rimouski à Pointe-au-Père, qui est encore aujourd'hui desservie par le taxibus. Cette partie de Rimouski tend à évoluer au niveau des infrastructures, par exemple. De plus en plus de population habite ce secteur-là. Eux, ils souhaitent avoir là, un réseau de transport en commun, vraiment d'autobus qui se déplacent dans le secteur. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir une vision un petit peu plus à moyen terme, de dire, prévoyons 6 lignes, mettons-en 5 en place là, et la 6e arrivera quand on aura plus de financement, quand on sera plus stable, quand on sera en mesure de vraiment bien couvrir le territoire. C'est un petit peu dans cette optique-là que nous, on le fait. Cette offre-là de service est dans des durées inférieures à 30 minutes. Donc, quand on embarque, il y a un seul point de correspondance qui est la gare, qui est juste ici, en fait. Donc, pour se rendre à l'extrémité de chacune des lignes, on parle de maximum 15 minutes. Donc, au retour, là, aller-retour, c'est 30 minutes. C'est assez rare, mais je ne dirais pas impossible, que des gens partent de l'extrémité ici pour se rendre à l'extrémité là. C'est possible, ça se peut. Là, eux, ça va être maximum 30 minutes. Fait que ça représente relativement bien ce que les gens font déjà présentement comme déplacement sur notre réseau, parce qu'on emprunte vraiment les axes principaux de la ville, en fait. La couverture du territoire, comme je vous disais tantôt, c'est une couverture à 400 mètres de marge, donc une moyenne d'environ 5 minutes.
Là, on le voit peut-être un petit peu moins bien, mais tout ce qui est ligne rouge, c'est toutes les rues où ils ont une couverture à 400 mètres. Donc, on a quand même, là, ici, une très bonne couverture avec les arrêts et les lignes qui sont proposées. Je vous dirais qu'environ 90% là, de la ville est couverte à moins de 400 mètres de marche là, actuellement. Ici, on a une couverture du territoire à 800 mètres, donc 10 minutes de marche où là, on a presque 99% de couverture. Nous, notre objectif, c'était de garder ça à 400 mètres. Au niveau des évaluations qu'on avait faites du territoire, à 400 mètres, ça répondait aux besoins de la population, puis nous, ça nous permettait d'exploiter convenablement notre réseau. On a décidé de se contenter de 400 mètres, qui est relativement bon quand même quand on en fait l'évaluation visuelle. On avait des enjeux contractuels et bon, il a fallu bâtir des scénarios de compromis avec l'appel d'offres qu'on avait. Donc, le devis actuel ne permettait pas la mise en place de 6 lignes et de plus de 19 200 heures. C'est un petit peu ça que je vous disais tantôt quand on a décidé de la 6e ligne, la ligne noire vers Rimouski-Est, de la mettre de côté pour l'instant. C'est qu'au niveau contractuel, on n'est pas en mesure d'aller au-delà de ce qui est prévu. Notre contrat vient à échéance en 2026, de mémoire, 2025 ou 2026. À ce moment-là, on réévaluera en fonction de notre capacité financière puis en fonction de ce que la municipalité, la ville de Rimouski, souhaite aussi pour son réseau de transport, si elle souhaite rajouter cette ligne-là ou non. Elle existe sur papier, il reste à voir si on la déploie ou non là, en fonction des besoins à la fin du contrat. Donc, on a dû moduler. On avait l'option à 6 circuits, mais qu'on n'était pas en mesure de payer. On s'est tourné vers l'option à 5 circuits, en fait, avec le retrait là, de Rimouski-Est. On avait aussi l'option d'avoir 4 circuits, donc de retirer une ligne au centre-ville pour avoir la capacité là, de vraiment bien la payer, mais on avait une très mauvaise couverture, en fait, du territoire, donc on s'est contenté de 5 véhicules. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre appel d'offres actuel, elle est pour 5 véhicules. Donc, quand on utilise les 5 véhicules, on n'a pas de véhicule de rechange. C'est un risque qu'on était prêt à prendre. C'est-à-dire, les véhicules qu'on a dans l'appel d'offres, c'est des véhicules neufs, qui ont été commandés neufs, en fait, quand ils sont arrivés. Donc, on s'est dit, c'est un contrat de 5 ans, donc pas 10 ans non plus. Là. Fait qu'on s'est dit, sur 5 ans, on a quand la probabilité que les véhicules brisent pendant nos heures de pointe, qu'on ne soit pas capable de les remplacer. Elle est là, mais elle n'est pas comme l'ancien contrat qu'on avait où nos véhicules étaient très vieux et qui brisaient tout le temps. Fait que c'est un compromis qu'on était prêt à assumer, de dire, ça se peut que des fois on ait des ruptures de service, on n'en a pas eu encore. Je pense que notre fournisseur aussi, là, c'est lui-même équipé d'un véhicule supplémentaire au besoin, parce que lui voulait se garantir aussi d'être en mesure d'offrir le service, mais ce n'était pas une obligation de notre part. Donc, nous, là, c'était le risque qu'on était prêt à prendre. Fait qu'on était vraiment allé au maximum de ce que le contrat nous permettait. Là. On est allé, au niveau de la réglementation, on peut aller jusqu'à 20 de bonification au niveau du contrat. On est allé jusqu'à 19,97 %. On s'est rendu avec l'optimisation des véhicules aussi. Ce qui a fait qu'on a dû moduler nos heures. C'est sûr qu'idéalement, on veut 5 véhicules qui roulent en tout temps puis qu'on est capable de desservir à une fréquence là, optimale de 15 minutes à l'aller, 15 minutes au retour. Il a fallu finalement se tourner vers des heures de pointe. Donc, en heures de pointe, quand je disais tantôt la statistique de comptage, le constat qu'on a fait, c'est que les gens se déplacent principalement le matin et principalement en fin de journée. Donc, c'est les 2 heures de pointe où on a 5 véhicules sur le territoire. Et en dehors de ces heures de pointe-là, donc entre 10h et 15h et 18h jusqu'à 23h le soir, on tombe à 3 véhicules. Comment ça fonctionne? C'est que j'ai un véhicule qui va, si je reviens là à ma carte ici, j'ai un véhicule qui assure la desserte de la ligne qui est verte sur le plan. J'ai un autre véhicule qui, lui, emprunte la ligne rouge et quand il arrive à la fin, au lieu de se tourner en boucle pour repartir, la carte est un petit peu modifiée, là, mais normalement, son point d'arrêt final est ici. Il va embarquer directement sur la ligne bleue. Donc, on continue d'avoir une desserte aux 30 minutes. Donc, un autobus qui passe ici arrive ici à 15 minutes, mais au lieu de redescendre sur sa ligne, il va aller emprunter de l'autre côté. Donc, en heure de pointe, chaque côté de la rue est desservi aux 15 minutes, tandis qu'en dehors des heures de pointe, là, on devient avec une desserte aux 15 minutes juste d'un côté un côté de rue, en fait. C'est principalement ça, là, le changement qui s'engendre. C'est sûr qu'éventuellement, notre objectif, c'est d'avoir une heure dite de pointe
pendant toute la semaine ou possiblement la fin de semaine aussi pour couvrir les secteurs des magasins, par exemple. Donc, le déploiement du service en 2022, en décembre 2022, moi je suis arrivée en décembre 2021, donc je suis arrivée le 15 décembre, j'avais comme objectif de le déployer la première année. J'ai déployé ça le 19 décembre, donc 4 jours trop tard. Mais j'avais quand même cet objectif-là, je vous dirais, parce que ça faisait longtemps qu'au niveau du conseil municipal, puis au niveau des attentes de la population, qui voulait vraiment un nouveau système de transport en commun. Ça parlait depuis 2017 de possibles changements. Les gens étaient tout le temps en attente de ne pas savoir on va-tu le faire, on va pas le faire. Un peu comme le Costco ici, en fait. C'est un petit peu ça où moi, je me suis dit, en arrivant, j'ai comme mandat de livrer à la population les attentes qu'ils ont depuis plusieurs années. C'est un petit peu dans cette optique-là qu'on le fait. C'est pas parfait. On a fait des modifications... Bon, mon Dieu, on a mis une petite photo. Pas moi qui ai fait le PowerPoint. On a eu la conception des outils promotionnels qui a dû être fait parce que c'est un volet qu'on avait peut-être un peu négligé au niveau du déploiement du système, parce qu'on s'est dit on déploie le nouveau système de transport en commun en prenant en considération que tout le monde savait utiliser le transport en commun. Le constat qu'on a fait, c'est que non, en fait, parce que dans notre ancien système, on n'avait pas le volet des correspondances. Les gens ne débarquaient pas pour emprunter un autre véhicule, par exemple. Ils restaient dans le même véhicule pendant 1 heure, vu qu'ils faisaient le tour de la ville, ils empruntaient toujours le même véhicule. Il a fallu, on s'est rendu vite compte, en fait, que les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait, les correspondances. Donc, ils pensaient qu'ils débarquaient du véhicule à la gare, puis ils devaient attendre encore 30 minutes avant de pouvoir embarquer dans l'autre. Il a fallu leur expliquer, vous débarquez, vous embarquez automatiquement dans l'autre véhicule, ils vont arriver synchronisés. Les gens aussi pensaient qu'il fallait qu'ils payent 2 fois leur passage, tandis qu'on leur expliquait ce que c'est qu'une correspondance. Donc, pour moi, qui, oui, est originaire de la région, mais j'ai habité après ça une dizaine d'années dans un grand centre à Montréal, pour moi, c'était acquis. C'est sûr que quand on est arrivé là, dans le déploiement, de réaliser que la population de Rimouski n'était peut-être pas au même niveau de ce à quoi on s'attendait d'un réseau de transport, puis peut-être que ceux-là qu'on avait n'étaient peut-être pas adaptés non plus à ce qu'on voit partout au Québec présentement. Il y a eu une conférence de presse qui a été faite le 15 novembre pour annoncer là, les nouveaux circuits. Il y a eu l'installation de la signalisation aussi. Il a fallu changer tous les panneaux pour les nouveaux. Et le lancement du service le 19 décembre. Donc, ça a été là, une grosse automne pour le lancement. On a vraiment condensé ça le plus possible. C'était stratégique, le déploiement, au 19 décembre. On s'est dit, on va lancer le réseau le nouveau réseau dans le pire de ce qui peut être. En tempête de neige, par exemple, ou dans des conditions climatiques qui n'est peut-être pas adaptées. Moi, le risque que j'y voyais, si on déployait ça en plein été, par exemple, c'est que ça fonctionne en été, puis quand on arrive en hiver, avec les retards, avec la température, la météo, ça met en retard le réseau, puis qu'on soit dans l'obligation, 7 mois plus tard, de mettre des modifications. Quand les gens ont déjà acquis des connaissances sur le réseau, se sont habitués à une certaine horaire, etc. Fait qu'une des raisons, c'est ça, le 19 décembre, c'est la météo, c'est la température. C'est aussi le fait que Noël arrivait bientôt, fait qu'une diminution de la pression sur le réseau. Parce que les gens l'utilisent moins, comme c'est des gens qui sont aux études principalement qui utilisent le réseau de transport. Je vais prendre une gorgée d'eau. Au niveau de la conception du matériel promotionnel, on a eu le changement de panneau qu'on a actualisé avec un petit peu plus moderne d'aujourd'hui. On a, pour ceux qui se connaissent un peu plus, avant, on avait les heures qui étaient disponibles sur les panneaux. On l'a retiré maintenant, on l'a changé pour un code QR. Ça a fait la tollée un petit peu, là, de dire, là, vous enlevez les heures, puis là, les gens qui ne savent pas, mais c'est extrêmement rare qu'une personne qui allait en dessous d'un panneau, puis c'était écrit à 10 heures, attendez là à 10 heures, en ne sachant pas l'autobus s'en allait vers où, puis ce qu'elle faisait. Il savait juste qu'elle prenait à 10 heures, mais il ne savait pas à quelle heure qu'elle arrivait à destination. Quand on a regardé ce qui se faisait ailleurs aussi, les heures n'étaient pas sur les panneaux, c'est une des raisons pour lesquelles on les a retirées. On a conservé le dépliant papier, et on a actualisé le site web. Fait qu'il y a eu une refonte du réseau complet, mais aussi une refonte visuelle de ce que c'était la STR, qui était perçue comme étant un peu démodé ou un peu vieillot. Il l'est encore aujourd'hui, mais à l'interne. Fait qu'à l'externe, ça paraît bien, mais on est encore à l'interne un peu vieillot. Donc, la conception là, du matériel promotionnel, on a les lignes avec les arrêts qui sont bien identifiés par des numéros, avec les rues qui sont présentes aussi sur la carte du réseau, qui ont été ajustées dans tous les abribus qu'on a à Rimouski.
Il y a eu des ajustements qu'on a dû faire dès le 19 décembre, en fait. Le premier ajustement, c'est au niveau du secteur de Sacré-Cœur. C'est qu'on a repris exactement la même ligne qu'avant, dans l'ancien réseau. La réalité étant qu'avec le déploiement de ce réseau-là, il y a eu énormément plus de gens qui ont fréquenté le réseau de transport, ce qui a amené une pression. Les gens, l'autobus arrêtait plus souvent parce qu'elle embarquait 2 fois plus de personnes. Ce qui fait que ça a ralenti beaucoup, puis elle n'arrivait plus à correspondre avec les autres véhicules. Elle arrivait toujours en retard. Fait que là, les gens étaient obligés d'attendre là pendant une vingtaine de minutes pour que l'autobus revienne. Il y a eu une modification aussi au niveau de la ligne rouge. Donc, initialement, la ligne rouge desservait le cégep et l'hôpital. On l'a modifié pour que ce soit la verte. La ligne rouge a été elle qui nous a le plus surpris, en fait. Avant le déploiement de notre réseau, les gens disaient toujours « vos autobus roulent vides ». Il n'y avait pas tort. Aujourd'hui, la problématique qu'on a eue dès janvier sur la ligne rouge, c'est que les autobus étaient plus que pleins, ce qui veut dire que les gens étaient assis et debout, et des fois, ils étaient sur le bord de la route et on ne pouvait pas les prendre. On leur disait « attendez au prochain passage parce qu'on n'est pas en mesure de vous embarquer ». Ça a été vraiment un gros problème pour nous, auquel on ne pensait jamais être confronté, en fait, là, de devoir, dès le premier mois, faire des ajustements par rapport à l'achalandage. Ce qui fait qu'on a rééquilibré un petit peu les lignes. La verte était moins utilisée par les citoyens, les utilisateurs de transport. C'est pour cette raison-là qu'on a fait cette modification-là. On a fait le déploiement de l'application Transit, qui n'a pas été publicisée tant que ça, en fait. Transit, en quoi ça consiste? C'est une application qui permet de connaître l'origine-destination, puis le parcours le parcours de transport en commun qu'on peut utiliser. Exemple que moi, je pars de chez moi et je veux me rendre au cégep, je vais rentrer mon adresse d'origine-destination, puis ça va me dire, empruntez la ligne rouge à telle heure, faites un transfert avec la ligne bleue, par exemple, puis vous serez débarqué à telle heure. C'est vraiment là, de pouvoir informer la population, donner un outil de plus au niveau de la compréhension du réseau. C'est aussi de permettre aux gens d'acheter des passages électroniques, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était seulement des billets qu'on pouvait acheter physiques ou de l'argent exact à bord des véhicules. Maintenant, les gens peuvent faire l'achat par l'application Transit de titres de transport électronique. Notre achalandage, maintenant, donc la meilleure année, c'était pré-pandémie à 129 000 déplacements avec une moyenne d'environ 10 800 usagers mensuellement. Aujourd'hui, en 2023, donc 10 mois post-lancement, on est à 120 000 pour une moyenne d'environ 15 000 mensuellement. Ça, c'est en date du 31 août. Pour les données qui sont sorties là, au 30 septembre, on est à 137 000 déplacements. Ce qui fait qu'on a dépassé notre meilleure année là, à 10 ou 11 mois là, après le déploiement. Ce qui pour nous confirme en fait que les gens sont satisfaits de l'utilisation. C'est pas parfait, mais ils sont satisfaits et qu'ils réutilisent mensuellement. Au niveau des statistiques plus mensuelles, le premier mois de janvier a été vraiment très utilisé avec près de 20 000 déplacements dans le mois. On avait fait 2 semaines de gratuité, on a fait beaucoup de promotions pour encourager les gens à l'utiliser. Puis cette pression-là, là, d'avoir 20 000 usagers dans un mois, nous a permis de connaître la limite de notre réseau aussi. Puis c'était où que nous, on devait vraiment repenser le réseau. Je vous dirais que c'était environ 25 000 déplacements mensuellement qu'il il va falloir réfléchir à ce qu'on fait pour rééquilibrer le tout ou offrir une meilleure desserte à la population ou des plus grands véhicules, par exemple. Peu importe, on a des minibus actuellement. Donc là, ça, c'est une petite courbe là, qui vous montre, comme je vous disais, là, au niveau des déplacements. Donc, nous, on est la courbe verte pour ce qui est de la jaune, qui est l'an dernier, et 2019 qui est en bleu ici. Donc, on est vraiment là sur une courbe qui est très belle pour nous, qui parle beaucoup. Les prochaines étapes, en fait, parce que ça n'arrête jamais, on fait pas ça, mais il faut continuer. On met en place actuellement, à partir du 1er novembre, un outil de comptage pour les conducteurs. Donc, un outil qui est vraiment technologique, là, avec une tablette et tout. Présentement, le comptage, comment ça fonctionne, c'est que ils ont 3 boutons qui cliquent revenus monétaires réguliers, revenus monétaires réduits et autres. Mais autres, ça compte beaucoup de choses. Ça compte gratuit, ça compte laisser-passer, ça compte plein d'affaires, correspondance et tout. Après ça, ils écrivent ça sur une feuille, puis ils m'envoient ça à mon bureau. Puis là, moi, je compte les chiffres. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, les chauffeurs vont avoir une tablette où ils vont poinçonner exactement ce que les gens apportent, que ce soit les billets papier, les billets électroniques, les laissez-passer, l'argent, tout ça va transiter par la tablette.
les coupons de correspondance vont être émis automatiquement par une imprimante, tandis qu'actuellement, c'est un petit papier qui déchire puis qui marque l'heure dessus puis qui donne aux usagers. Il y a une réflexion là, qui se passe présentement sur la tarification. C'est une demande principale du conseil municipal. Donc, le conseil d'administration a mandaté là, la STA pour la formation d'un comité de travail sur la tarification. Il y aura aussi là, la réservation électronique et la répartition automatisée. Comme je vous disais tantôt, on envoie ça par fax, donc c'est réparti manuellement par les 3 téléphonistes répartitrices qu'on a à la STR. Notre objectif, c'est vraiment d'automatiser ce processus-là qui nous prend environ 2 heures par jour actuellement, avec un système réparti automatiquement. En termes de vérification, on parle plus de 10 à 15 minutes, là, donc une économie de temps assurément. Une refonte du service taxibus, parce que là, on a refait la refonte du centre-ville, mais là, maintenant, les gens en périphérie ont aussi besoin d'une refonte du système de transport collectif. Donc, il y a cette réflexion-là qu'on doit avoir prochainement et le renouvellement du contrat avec le transporteur, comme je vous disais tantôt, qui vient à échéance là, en 2025 avec des années d'option, 2 années d'option de mémoire. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à la présentation actuelle? Oui. Plusieurs questions, mais d'abord un commentaire. Bravo pour la carte Citébus, c'est magique, ça parle, c'est visuel, c'est facile à comprendre. Il faut mettre un petit peu de temps, par exemple. Ça ne se comprend pas comme ça. Il faut prendre un petit peu de temps, mais une fois qu'il voit ça, on se dit, ah, voyons donc, c'est tellement évident, c'est tellement simple, c'est fonctionnel. Merci. C'est un beau travail. Bravo. Merci beaucoup. C'est un commentaire Merci. Tout ça, dans toutes les conditions où est-ce que vous étiez, c'est quand même incroyable de repartir de si loin. Oui. Puis, tu sais, la marche, elle était grande. Hein? Ce qu'il faut savoir aussi, comme je vous dis, on partait d'un réseau qui n'avait pas du tout été modifié depuis 2011. Puis, on veut l'actualiser à aujourd'hui. Mais, tu sais, on est parti, là, au lieu de, normalement, bien, on le fait en escalier, un peu ce qu'on fait présentement. Donc, on est constamment en amélioration de nos systèmes pour les prochains mois, prochaines années, pour peut-être avoir une refonte aussi dans 10 ans, mais qui va être beaucoup moins grande que ce qu'on a présentement là, au niveau du réseau de transport. Mais merci beaucoup. Oui? C'est juste technique. Je ne Oui. sais pas si je l'ai entendu ou pas. Est-ce que dans le jour 1 de la refonte, quand vous avez sorti ça, la veille, c'était l'ancien système? Oui. OK, il y a quand même une transition. Il y a eu une logistique qui a été très complexe. Le soir du 18 décembre, en fait, j'étais encore sur le réseau à enlever des panneaux dans la neige. Oui, il existait. En fait, je vous dirais que d'implanter les nouveaux panneaux, c'est vraiment les panneaux là, qui étaient le plus gros là, du morceau. Les nouveaux panneaux ont été installés à peu près 1 mois avant le déploiement. Mais on disait aux gens, ces panneaux-là, il ne faut pas les utiliser. On les avait cachés sur certains pour dire à la population, ils ne sont pas à utiliser présentement. Mais l'ancien réseau, c'est là où ça a été difficile ou un enjeu de passer du jour au lendemain à un nouveau réseau. C'est que là, les anciens panneaux, ils devaient rester jusqu'à la date du 18. Là. Fait que le 19, on était une équipe de 4 pour retirer tous les panneaux qu'il y avait dans le circuit. T'sais, ça se peut qu'aujourd'hui, vous en croisez, il en reste 2 encore là, qui ont survécu à la modification, qui sont encore là, qui seront enlevés la semaine prochaine, qui étaient cachés dans ADHD. Mais oui, ce changement-là, c'est ce qui a été le plus difficile. Je dirais que c'est l'aspect communication qui est vraiment le plus important. C'est en faisant la conférence de presse, on a eu l'appui des médias aussi de la région qui ont vraiment repartagé l'information. Fait que, ça a suivi, ça n'a pas juste été une communication qui s'est éteinte dès le lendemain. Là, ça a vraiment perduré parce que les gens l'attendaient aussi. Fait que les médias ont vraiment contribué à ça. Oui. Oui? Si je ne me trompe pas, il y a quand même une différence dans le financement d'un réseau comme le nôtre par rapport à une population comme Montréal, Québec ou Chicoutimi, par rapport à la population qu'on a. Oui, c'est ça exactement. T'sais, nous, en fait, on s'appelle Société de transport de Rimouski, mais on n'est pas une société étant reconnue par le ministère des Transports du Québec. Le ministère des Transports du Québec reconnaît 10 sociétés de transport en bonne et due forme, qui sont les 10 plus grandes municipalités du Québec, comme on amène Montréal, Québec, Saguenay, etc. Le financement, les grandes sociétés de transport reçoivent 99% du financement
du ministère. Et tout le reste, à les quelques 600 municipalités, on reçoit le 1% restant. Ce qui fait que, oui, on a beaucoup moins de moyens que les grandes sociétés de transport. On a aussi moins de flexibilité, je vous dirais. Nous, on a l'obligation d'exploiter notre réseau de transport en commun, là, pas le transport adapté, mais le transport en commun, par des fournisseurs. On ne peut pas posséder nous-mêmes nos véhicules, on ne peut pas avoir nous-mêmes nos propres chauffeurs, par exemple. Ce qui fait que c'est un frein au niveau de la flexibilité. Comme je vous disais tantôt, on a atteint le maximum du contrat. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ça, même si on voudrait, même si la Ville aurait la capacité financière de le faire, on est bloqué par notre contrat. Fait que oui, il y a un volet de financement qui est quand même différent. Actuellement, on essaie de se tenir à un tiers, donc un tiers des revenus usagers, un tiers des revenus du ministère des Transports et là, un tiers de la Ville de Rimouski. Nous, on arrive à l'équilibre à la fin de l'année. Je vous dirais que présentement, on tourne plus aux alentours là, les revenus usagers sont un petit peu en bas du 1 tiers. Fait que c'est la Ville qui compense là, toute perte là, qui est engendrée par ces revenus qui sont absents. Par rapport à ce point-là, 99% du MTQ pour les grandes villes, on parle de l'enveloppe budgétaire. Oui. Donc, c'est le 1% sur le partage. Exactement, c'est ça. Oui. Je présume, en termes de développement, des défis que vous avez confrontés, ma question, je sais pas comment. Vous êtes confronté à, vous n'avez pas au but, vous devez négocier chaque fois les contrats. Je présume que là, compte tenu du cadre financier restant que vous avez, il y a un défi important pour vous dans la prochaine négociation avec vos fournisseurs. Oui, exactement. Ben, c'est ça, exactement. Donc, nous, actuellement, c'est public. Là, on paye 58 $ de l'heure pour notre réseau, pour notre service de transport en commun. Ce qui sort actuellement là, au niveau du Québec, c'est entre du 125 et du 160 $ de l'heure. Donc, on va avoir assurément un enjeu en 2026 de tripler le coût d'avoir les nouveaux véhicules. Il n'y a pas vraiment... Bien, il y a place à négociation, mais pas tant, dans le sens où c'est un appel d'offres, donc c'est le plus bas soumissionnaire. Si le plus bas est à 125, bien, c'est ça ou c'est rien. C'est un petit peu pour ça qu'on fait différentes représentations au niveau du ministère des Transports du Québec, pour leur dire, bien, tu sais, on aimerait ça avoir plus de flexibilité, on aimerait ça pouvoir posséder nos véhicules, fait que peut-être que le 125 $, au lieu de le payer directement au fournisseur, bien, si on a nous-mêmes un coût d'exploitation de 125 $, bien, c'est beaucoup plus avantageux pour nous parce qu'on a tous les avantages de la flexibilité et de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre réseau. Fait que oui, on va avoir un enjeu prochainement, surtout en 2025-2026, de possiblement tripler notre budget. Notre budget, oui, mais le volet d'exploitation va tripler. Fait que notre souhait, c'est de ne pas avoir de rupture de service, en fait. C'est vraiment ça. Je sais que ça se passe dans d'autres municipalités, dans d'autres MRC qui doivent réduire leur offre de service parce que financièrement, ils n'y arrivent pas. Nous, on souhaite avoir... on a encore un petit peu de temps, mais très peu, là, pour pouvoir créer des leviers de financement ou d'aller faire des représentations pour avoir les fonds nécessaires. Oui? On va faire du pouce sur le 63-70$. Oui. Le MTQ, éventuellement, il va falloir qu'il prenne en compte l'inflation du prix de l'essence, puis les assurances ont doublé en dernière année. Moi, j'ai ma propre flotte à Caravelle, puis principalement, il y a là que ça a augmenté. Puis aussi, le coût de la vie augmente, fait que le salaire de nos chauffeurs aussi, il faut qu'ils suivent. Fait que là, à un moment donné, si tu ne suis pas, ben là, tu as une rareté de main-d'œuvre, le monde ne veut pas venir travailler, tu as des heures coupées, puis tout ça, c'est rentré en ligne de compte. Fait que oui, ceux qui vont en appel d'offres comme nous autres, à un moment donné, ils sont confrontés à ça, parce que le transporteur, il faut qu'il paye son vente, il faut qu'il paye son bar, c'est de ça. En plus de, oui, ta flotte est neuve, mais elle n'est pas à l'abri d'un bon citron qui te donne. C'est sûr. On a plus 2019 en trop tard. Qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr. C'est sûr que le financement en est une bonne partie. Moi, je considère que c'est vraiment une opinion personnelle que c'est toujours l'œuf ou la poule, hein? Qui va y aller en premier. La Ville de Rimouski a fait le pari de dire ben, on va investir là, même si on est en pandémie, même si on a coupé de moitié notre achalandage. En pandémie, on est descendu de moitié. Ils ont dit quand même on va investir dans notre réseau, puis on espère qu'on va avoir retour sur l'investissement. Je vous dirais que le pari aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, est bon parce qu'on a dépassé notre achalandage avant. Au niveau du ministère des Transports, bien, notre financement
et principalement au niveau du nombre de déplacements. Fait que plus on a de déplacements, plus on a de financement. C'est un raccourci, là, mais grosso modo, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est sûr que le pari qu'ils ont fait, bien, ils ont dit on va le faire en premier, puis c'est un risque qu'ils ont pris. Ce n'est pas toutes les MRC, ce n'est pas toutes les municipalités qui sont en mesure de prendre ce risque-là, si on en est conscient. Fait que je pense qu'on a eu quand même une chance ici d'être appuyé par ça, puis d'avoir les moyens financiers de pouvoir le faire. Mais le pari a été gagnant ultimement là, pour ça. Oui? Citébus, c'est tout sans réservation, montée, descente. C'est le chauffeur qui prend note sur. C'est ça. Exactement. C'est lui qui va puncher là, les déplacements, mais on appelle ça ligne fixe, horaire fixe. Donc, à tous les panneaux, l'autobus passe toujours à E13, par exemple, pour pouvoir se déplacer. Fait que les gens n'ont pas besoin de réserver ou de prévoir leur déplacement, c'est toujours la même chose. C'est pas la même réalité pour Taxibus. Exactement. Là, c'est les réceptionnistes qui. C'est ça, les réceptionnistes vont faire c'est de la réservation. On a, tout dépendant des zones, 2 départs à l'heure, fait que soit à E20, à E50, les gens, il faut qu'ils réservent avant. Comme c'est manuel, ce qu'on fait présentement, où les réservations sont prises exclusivement par téléphone, on n'est pas ouvert la fin de semaine, fait que les gens, il faut qu'ils réservent le vendredi pour les déplacements de la fin de semaine. Ça amène là, un frein à l'utilisation. Ça, c'est vraiment le constat qu'on a fait, c'est que les gens n'utilisent pas le réseau de transport Taxibus parce que c'est pas convivial à utiliser. Il faut toujours prévoir vraiment d'avance, puis les gens ne sont pas du type, même moi, ne sont pas du type à prévoir 2 jours d'avance, c'est quand ils vont aller faire leur épicerie puis à quelle heure. Fait que c'est là où c'est plus difficile, puis c'est vers là qu'on s'enligne aussi d'une refonte de Taxibus pour le rendre plus technologique, permettre la réservation en ligne avec un délai plus court, qui est un délai de 15 minutes, plutôt que même réserver à la fin de semaine, même si on n'a pas de téléphonistes qui sont là, au moins le réseau, le système technologique est capable de le faire. Ouais. Puis je sais qu'on est en transport collectif, mais en Contéa, il est à l'extérieur de tout ça. Oui, exactement. Le transport adapté, lui, est vraiment là, indépendant, si on veut, du système. C'est un système par téléphone qui marche sur le même principe que Taxibus, fait que principe de réservation d'avance, etc. Lui couvre l'ensemble du territoire. Là, il n'est pas divisé en zones, donc les gens peuvent partir du BIC, se rendre au centre-ville en autobus adapté. Oui, exactement, porte-à-porte. Avec des subventions plus importantes, une meilleure considération peut-être du ministère des Transports au niveau du déplacement là, des usagers, considère beaucoup plus les usagers de transport adapté au niveau du financement que le transport collectif. On a vu les statistiques tantôt de transport collectif. Oui. Au niveau du transport adapté, est-ce que l'achalandage est assez important? Je vous dirais qu'on n'a pas retrouvé l'achalandage qu'on avait pré-pandémie. Pré-pandémie, là, on avait 80 000 déplacements environ. Là, on est à moitié, là, 45 000 déplacements peut-être. Ce qui s'explique par différentes choses. Les gens en transport adapté ont modifié leur façon de se déplacer, participent moins à des activités. Les gens en transport adapté ont été beaucoup, en pandémie, renfermés sur leur façon de se mobiliser, par exemple. C'était pas toujours adapté pour eux, avaient peut-être une santé plus vulnérable. Fait que ça a perduré dans le temps, post-pandémie. On a encore gardé ces habitudes-là depuis vraiment sortir. On déploie beaucoup des plateaux de travail avec le CIS du Bas-Saint-Laurent, où on déplace, je vous dirais, à peu près 80% de ce qu'on déplaçait avant. Fait qu'il y a des gens qui ont arrêté d'aller dans les plateaux de travail pour se déplacer. Puis c'est dur d'aller chercher cette clientèle-là pour augmenter notre achalandage parce que c'est vraiment du 1 à 1 puis c'est du besoin individuel. Fait qu'il y a cet enjeu-là. Puis aussi l'enjeu qu'en pandémie, bien, on a eu une difficulté au niveau de la main-d'œuvre, des conducteurs d'autobus qui étaient très restreintes. Donc avant, par exemple, on avait 2 ou 3 véhicules par soir. On tombait à un seul véhicule, fait qu'on devait refuser des transports. Fait que les gens ont comme gardé ça en tête de dire, bien maintenant, ils ont juste un véhicule, même si on serait peut-être aujourd'hui capable d'en avoir 2, bien les gens ne se déplacent plus en se disant, bien ils n'étaient pas capables avant, donc là, ils ne déplaceront pas plus. Fait que, on a un travail au transport adapté, mais qui est vraiment différent du transport collectif. On va peut-être prendre juste oui. Moi, j'avais 2 questions. Dans le fond, je voulais demander, le taxibus en tant que tel, c'est quoi la fréquentation, le nombre de déplacements que vous avez? On parle d'environ 10 000 déplacements par mois qui tombent, là, mais nous, on le fractionne. Je vous dirais que Mousquet, Pointe-au-Père a la plus grande proportion, à peu près à 6 000 déplacements. Puis on est à peu près 2 000 Sainte-Blandine, 2 000 Le Bic. Fait qu'on était à peu près là, 100 000 là, par déplacement de taxibus. Le seul problème qu'on voit au taxibus, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration. Les gens ont arrêté là, puis
malgré le fait que l'année passée, on est aux mêmes données statistiques que l'an passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'utilisateurs, il n'y a pas plus... Mais on le sait, la raison c'est pour laquelle c'est que le service est plus adapté. Il y a deux volets à ça, c'est qu'il y a, comme on discutait là précédemment, il y a le volet où les gens ont l'obligation de se déplacer. Bien, eux, on continue à se déplacer parce qu'ils ont l'obligation, ils n'ont pas de véhicule, pas d'autres moyens de transport, etc. Mais ceux-là qu'on n'est pas capable d'aller chercher, c'est ceux-là qui ont le choix. Puis ceux-là qui ont le choix, ben, on n'est pas capable d'aller les chercher parce que notre système n'est pas optimisé pour eux. Fait que, voilà. L'autre question que j'avais, c'est vous parlez de faire un système automatisé pour la prise de réservation, oui. Pour le dispatch. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez connecter à d'autres organisations? Parce qu'il y en a beaucoup au Bas-Saint-Laurent et ailleurs au Québec qui ont le même besoin, qui dispatchent tout manuellement avec des personnes qui répondent aux appels. Oui. En fait, c'est une bonne question. Nous, on a travaillé avec une entreprise qui est européenne présentement. Ça fait 1 an qu'on travaille avec eux là-dedans. En Europe, c'est vraiment beaucoup développé, là, le système de réservation automatisé, etc. Présentement, je sais qu'il y a beaucoup de municipalités ou de MRC qui regardent ce qu'on fait. Présentement, ils attendent de voir qu'on déploie pour voir si c'est... Je pense que c'est faisable. Mais ça a besoin d'être adapté à la réalité du Québec. Ça, c'est une première chose. C'est le travail qu'on fait actuellement. Ils sont venus la semaine dernière pour voir notre réseau, pour vraiment bien comprendre ce que c'était nos besoins, surtout en transport adapté. Fait que présentement, il n'y a pas de travail conjoint avec d'autres MRC ou etc. Je vous dirais qu'on développe plus vraiment notre besoin de notre bord, mais on demeure quand même en communication avec d'autres villes qui s'informent. On les envoie vers la compagnie avec laquelle on travaille pour essayer de développer éventuellement. C'est sûr qu'on souhaiterait avoir un seul système de répartition, exemple au Bas-Saint-Laurent, ou du moins dans la région ici étendue à 100 km de rayon, pour dire bien, les gens qui transitent, par exemple, du Tac-la-Métis, qui est juste à côté de nous, vers notre réseau, utilisent le même système de réservation. Fait que ça va éviter beaucoup de complexité pour eux de dire bien, je suis là, je dois réserver avec ce système-là, puis après ça, l'autre, c'est une autre méthode. Le but, c'est d'avoir toute la même méthode. Je pense qu'il y a cette ouverture-là. Le comptage est fait, oui, mais la proportion est très, très faible. Très, très faible. On parle d'à peu près là, 10 vélos par mois. Ça, c'est bon. Fait que c'est très, très faible, oui. Mais on a les supports à vélo qui sont là. Mais sur tous les bus. Oui, exactement. Tous les bus et les véhicules taxibus aussi. Ouais. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.